Dans l'immobilier, tu as beau faire tout ton possible, tout ton nécessaire pour éviter les problèmes. Un jour ou l'autre, malheureusement, tu auras ton petit lot de problèmes et ce sera à toi de les régler. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Bon les amis, c'était dur, hein. Pour moi cette semaine, je vais pas vous cacher, j'ai connu des semaines meilleures, malgré le temps est fantastique, on va pas se cacher. Par contre, que des emmerdes, que des emmerdes. Ça m'a saoulé, j'ai passé une sale semaine. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors, tout roulait comme sur des roulettes. On était vraiment dans le monde fantastique où tout roulait trop bien. Et il y a eu le petit grain de sable qui vient se glisser comme ça dans le rouage et qui a commencé à faire capoter toute la machine. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour les auditeurs qui connaissent pas un peu mon parcours, etc., je vais faire vite fait un petit récap, mais très très vite. J'investis dans le nord de la France, mais je suis à distance. Je suis à plus de 8 heures de route. Ce qui fait que normalement tout roule comme sur des roulettes, mais quand il y a une merde, malheureusement, bah, tu dois gérer aussi à distance. Ce qui s'est passé, c'est que bah, justement, dans un de mes investissements qu'on a fait, où il y avait des travaux, une maison qui a été refaite à neuf devait être mise en location à partir du 1er août. Le 1er août, je fais l'état des lieux à distance, donc il y a quelqu'un qui me représente, et ils vont pour faire l'état des lieux, et puis bah, ils notent des points à revoir, etc. Sur ça, il y a aucun problème. Et puis en fait, je me rends compte que l'artisan n'a pas fini totalement tous les travaux. Ok? Je vous explique un peu. Ils ont un peu bâclé cette phase de nettoyage. Et pourtant, c'est une des choses qui est quand même importante, la phase de nettoyage, parce que bah, t'as beau donner un logement refait à neuf, et si il y a des traces de peinture partout, etc., bon, ton logement, il paraît crade. Logique. Moi, je fais toujours deux locataires. Il y a toujours, j'embauche toujours une femme de ménage pour cleaner un peu le truc. Et même la femme de ménage, là, a merdé totalement. Alors, c'était la première fois qu'elle intervenait sur du ménage de chantier, entre guillemets. Donc, effectivement, elle a pas regardé au niveau des prises où il y avait des tas de poussières phénoménales, enfin, phénoménaux, etc., etc. Bref, on va passer la femme de ménage parce que c'est le moins important. Je me retrouve avec un logement avec du carrelage au sol qui est, comment dire, plein de peinture. Il y a plein de traces de peinture, des plaintes en carrelage pleines de peinture avec des coulures, etc., etc. Et je me dis, attends, c'est pas possible. Il y a quand même une couille, tu vois. Donc j'envoie un message à l'artisan. L'artisan me dit, ah papa, mais Anthony, tu sais, c'était déjà. Quand on a pris le chantier, ces traces-là, il y étaient déjà. Heureusement, et un petit tips gratuit, les amis, quand vous faites des travaux, faites toujours une vidéo de l'appartement ou du bien en question de A à Z. C'est-à-dire que moi, sur ce bien-là, j'ai une vidéo qui dure à peu près 10 minutes où je fais tous les recoins de la maison. Je filme tous les recoins de la maison. Donc là, ce qui m'a permis de, ni une ni deux, prendre la partie qui m'intéresse dans cette vidéo et l'envoyer à l'artisan. Je lui dis, voilà, regarde, toi, tu me dis que ça l'était déjà. Le chantier, quand tu as pris date du chantier, il n'y avait pas ces traces de peinture. Donc, ça, tu vas le nettoyer. Les traces, pareil, par terre, tu vas me les nettoyer. Il y avait quoi encore? Il a remis en peinture. Ça, pour moi, c'est quand même aberrant. Euh, je vais vous expliquer. J'avais une deuxième chambre. J'avais une chambre au deuxième étage qui était rouge, de couleur rouge pétant. Les mecs ont posé du scotch autour des prises. Et quand ils ont retiré le scotch des prises, bah effectivement, il y avait encore du rouge. Mais je sais pas, logiquement, enfin, je suis pas peintre en bâtiment. Mais pour moi, tu viens retirer les caches et tu viens mettre en peinture en dessous. Enfin, pour moi, c'est logique. Eh ben non.
Du coup, je me suis retrouvé avec une chambre toute blanche. Alors ouais, la peinture, elle claque, hein. Sauf que bah, autour des prises, c'est rouge. Il y a quand même un petit problème. Enfin, je sais pas. Le problème, c'est que voilà, en étant à distance, j'ai pas fait des réceptions à proprement dit. Ils m'ont envoyé des photos. Et sur les photos, en fait, tu peux dire ce que tu veux. Donc, bah, malheureusement, ça m'apprendra. Enfin, ça m'apprendra. C'est un des inconvénients d'investir à distance. Et le problème, c'est que je suis remonté beaucoup, beaucoup de fois dans le nord, notamment pour aller visiter, etc., etc. Et, euh, et c'est compliqué. Voilà, je peux pas non plus être disponible comme je le serais si j'étais juste à côté, ça c'est sûr. Parce que effectivement, je serais à côté 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, c'est pas gênant. Par contre, me taper une demi-journée de route, enfin même pas, 8 heures de route pour aller faire une réception de chantier, 8 heures de route pour revenir, 8 heures de route pour aller faire l'état des lieux, 8 heures de route pour revenir. Voilà, à un moment, ça ne matche pas. Il y a aussi il y a ma santé mentale et physique m'importe quand même un peu plus comment dire, que de l'argent. Donc, il y a aussi, je mets mes priorités là où elles me semblent les plus adéquates. Donc, il y a ça, et puis il y a quelques autres points négatifs à cette réception de chantier. Et puis, je me suis, je me suis chopé une locataire, enfin je sais pas, hein, on verra hein, par la suite. Elle était, pour certains points, elle est dans son bon droit, je le comprends totalement. J'étais même honteux de faire un état des lieux avec une maison dans cet état, parce que ça me ressemble pas du tout. Du coup, bah, je me suis excusé. Par contre, voilà, on sent qu'elle est, comment dire, tatillonne. Vraiment tatillonne. Euh, on est, euh, on est sur le premier mois de loyer, et puis du coup, elle m'a déjà pris la tête, etc., etc. Du coup, j'ai dû faire un geste aussi, mais ça, c'est tout à fait normal, hein, ça fait partie aussi des problèmes à régler. L'investissement immobilier, c'est cool, etc. Ça fait rentrer de l'argent passif. Par contre, le jour où il y a un problème, voilà, tu te dois de régler le problème et même si ça touche au portefeuille, et ben c'est tout, ça touche au portefeuille. C'est-à-dire que là, elle a pris l'appartement, enfin elle a pris la maison à la date du 1er août, mais je vais la faire payer seulement la moitié du mois, tout simplement parce que je l'ai mis un peu aussi dans une gêne, on va dire. C'est-à-dire que la maison n'était pas propre, il y avait des choses qui n'étaient pas finies, l'artisan doit venir nettoyer avec des produits chimiques, etc. Donc entre-temps, ils peuvent pas emménager. Donc bah, voilà, c'est pour ma pomme. Et puis heureusement qu'ils ont encore leur ancien logement, on va dire. Parce que sinon ça aurait pu être bien pire que un demi-mois de loyer. Mais voilà, dans tous les cas les amis, il faut toujours prendre ses responsabilités, hein. Je vous l'ai dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on fait de l'investissement immobilier et t'es responsable. On est responsable de ce qui se passe dans nos logements, dans nos locations. Donc il faut prendre ses responsabilités et assumer. Et même si ça passe par le portefeuille, et bah c'est tout, ça passe par le portefeuille. C'est comme là, par exemple, tu vois, dans cette maison, il y avait une cuisine. Alors certes, j'aurais pu laisser la cuisine, il n'y avait pas de problème. Elle était un peu crade, mais elle faisait le taf. Mais voilà, moi je suis pas un marchand de tapis, donc je fais de la qualité. Certes, la cuisine n'était pas prévue au menu, on va dire. Et ben malgré tout, j'ai changé la cuisine, j'ai mis une cuisine neuve, ça m'a coûté un peu plus de 1000 boules. Et ben c'est tout, tant pis. Je préfère, je loue des choses qui sont plus chères que le prix du marché, donc je me dois de fournir une certaine qualité, une certaine prestation. Et même si ça passe par des investissements financiers supplémentaires, après sans vouloir me mettre dans le rouge, hein, bien sûr, mais si ça doit passer par de l'investissement en plus, bah c'est tout, on le fait, tout simplement. Voilà les petits problèmes. J'ai eu quoi d'autre? On est sur un investissement qu'on a fait l'offre. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais en gros, on achète un ensemble de 2 maisons, 180 mètres carrés avec un immense jardin derrière. Euh, on est dessus, on est sur le dossier depuis le mois de juin et aujourd'hui je me suis embrouillé, enfin j'ai envoyé un message bien salé à l'office notarial, au service commercial, tout simplement parce que depuis février on est sur le dossier, elle sait qu'on va acheter,
Et la meuf n'a pas lancé les diagnostics. Ce qui fait que nous, c'est quand même la honte, c'est de me faire relancer par mon banquier pour me dire, ouais, Anthony, j'attends toujours les pièces justificatives, qu'est-ce que t'attends? Bah écoute, j'ai toujours pas le compromis, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc moi ce matin j'ai envoyé un message à l'agent qui s'occupe de cette vente et je vais tenter une renégociation tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi ils ont attendu, parce que moi, le dossier est prêt, le- on attend juste le compromis pour déposer le dossier, sauf que entre-temps, entre juin et août, parce que les diagnostics vont être faits le 14 août, donc allez, le compromis sera signé quoi? Allez, si tout va bien le 15-16, bah, le problème c'est que les taux entre-temps ont augmenté. Et grosso modo, là actuellement on est sur une perte de 5 000 balles, tout simplement. En coût du crédit, ça nous coûte 5 000 balles de plus. Donc c'est pas négligeable. Euh, Ils sont lents comme je sais pas quoi. Donc on va tenter, hein. Pas dit que ça passe, mais je vais tenter. C'est quand même, comment dire, c'est quand même l'aberration que ce soit l'acheteur qui, qui presse la chose pour acheter. Mais bon, on est dans une période où les taux augmentent quand même à vue d'œil. Et si on peut éviter de se prendre des majorations de 10, 15, 20%, enfin 10, 15, 0 points, voilà. On peut éviter, on évite quoi. Ça nous fait perdre de l'argent pour rien, bêtement, alors que on aurait déjà signé, on aurait pu bloquer le taux et puis voilà. Après, j'ai eu quoi d'autre encore comme autre problème? Alors, on a signé chez le notaire pour un bien au mois de mai, il me semble. Et j'ai l'ancien propriétaire qui réclame des loyers enfin, à son locataire, son ancien locataire, qui est devenu le mien. Donc j'ai cette locataire-là qui m'envoie un message pour me dire oui, bah, monsieur Untel me réclame un prorata de loyer, etc., etc. Enfin, franchement, quand je vous dis que j'ai passé une semaine vraiment merdique à devoir éplucher les trucs pour comprendre par-ci, par-là, franchement, c'était vraiment une merde pas possible. J'ai connu mieux comme semaine, on va dire. Et puis voilà, sinon, à part ça, les amis, on garde le smile. On fait le nécessaire, hein, tant pis, hein, automatiquement ça passe par là, hein, ça passe par des emmerdes quelquefois, tout ne roule pas non plus, comme je vous répète assez souvent, l'immobilier, enfin même pas que l'immobilier, mais tout ce qui est lié à de l'investissement, à l'entrepreneuriat, c'est pas non plus euh, tout blanc, tout rose à chaque fois, il y a des périodes comme ça qui sont plutôt négatives que positives, mais voilà, ça fait partie du jeu. Dans tous les cas, les amis, on est là pour résoudre des problèmes. Et quand on résout des problèmes, on gagne de l'argent. Donc c'est normal aussi que de temps en temps, il y a des petites coquilles par-ci par-là. Ça fait partie du jeu. Faut pas se décourager. Vraiment, ça c'est important. Moi, des fois, par exemple, là, tu vois, je vais vous donner une réflexion personnelle, mais là, quand je vois ça, je me dis, des fois, il y a des moments où je me dis, putain, allez, j'arrêterai bien tout. Et puis voilà quoi. Mais bon, c'est tout, hein. On va se refoutre au soleil vite fait, récupérer un petit peu d'énergie, et puis on efface tout ça, et puis voilà, on recommence. Et puis surtout, après, il faut se rappeler aussi pourquoi on le fait. Moi, ça va, j'ai la chance quand même d'être en couple avec une personne qui est là pour me motiver, pour me... Voilà, quand ça va pas tip top, tu vois, elle te donne de la force, etc. Et ça, c'est quand même important d'avoir des gens sur qui tu peux te, te reposer de temps en temps. Ah, bien sûr, faut pas lui mettre tout le poids du monde non plus, hein, parce que sinon c'est elle qui va craquer, mais c'est vrai que ça fait du bien, tu vois, de temps en temps. Tu vois, cette semaine, je parlais à ma femme et je lui disais, putain, c'est vrai que là ça me casse les couilles, etc., etc. C'est vrai que il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis tu vois, ça fait quand même plaisir, tu vois, elle te soutient, elle est là, elle est présente moralement, parce que voilà, c'est pas, comme je viens de vous le dire, hein, c'est pas toujours tout beau tout rose. Quand ça va bien, c'est super cool, hein, on voit les loyers tomber, etc. C'est super. Par contre, le jour où bah, voilà, il y a des problèmes, il y a le petit grain de sable qui vient faire gripper un peu la machine, bah, effectivement, tu vois, ça casse les couilles d'être à distance. Et voilà, tu as envie de tout plaquer pour retourner là-bas. Et des fois, tu vois, j'ai tout liquidé, tu vois. Alors que j'ai un objectif, on a un objectif long terme. Tu sais que bah voilà, c'est tout. Il y a des phases comme ça, mais il faut penser au long terme, ton objectif, ton but de vie, etc., etc. Et puis voilà, c'est vraiment quand même important d'avoir du soutien. Mais par contre, voilà, ce qui est sûr, c'est que là, à l'heure d'aujourd'hui, bon, j'avais déjà eu cette réflexion, mais c'est clair et net que je vais pas enchaîner les locations. Parce que
ça, moralement, ça peut te plomber comme jamais. Dès que tu chopes, hein, t'as beau choper, tu vois, j'ai eu le cas, j'ai une locataire qui me casse les couilles un peu en ce moment. J'essaie de la remettre en place gentiment sans trop la frustrer. Mais j'ai ça, j'ai le problème avec cette location-là. Voilà, tu vois, déjà, je suis à quoi? Je suis à quoi? J'ai peut-être 12, 13 locataires. euh, Bah, je vais pas les enchaîner, tu vois. J'irai pas au-dessus de 20, ça c'est clair et net que j'irai jamais au-dessus de 20. Parce que moralement, ça te prend la tête. C'est un truc de fou. Et t'as beau automatiser, le jour où il y a un problème, bah c'est toi, tu vois, c'est ton investissement, donc c'est à toi de gérer les problèmes. Et pour le peu que, tu sais, quand tout va bien, tout va bien, le jour où ça va mal, tout va mal. Et pour le peu que tu aies 4-5 problèmes en même temps, bah voilà, tu vois, c'est quand même une prise de tête. C'est quand même une prise de tête. Là, pour de la merde, hein, bah du coup, j'ai eu le problème avec cet état des lieux-là, où j'ai dû gérer le problème à distance en étant ferme et faire appliquer à distance, c'est quand même aussi compliqué. Tu vois, de ne pas avoir ce contact visuel avec les gens, c'est compliqué. J'ai eu quoi? J'ai eu une autre locataire qui me saoule pour de la merde. À chaque fois, euh, j'attends juste qu'elle se barre. Elle m'a dit oui, je vais partir. Mais putain, donne-moi ta lettre et casse-toi, bordel. Parce qu'elle me rend ouf. En plus, tout le temps, elle m'envoie des messages pour me dire oui, bonjour, monsieur Touchard, vous auriez pas un autre logement à louer, plus grand, etc. etc. Mais non, putain, même si j'aurais un autre logement, tu l'auras pas. Tu l'auras pas, je te reloue pas. J'attends juste que tu me donnes ta lettre et ciao, ciao. Voilà. Enfin bref, allez, je vais arrêter de me plaindre les amis parce que sinon je vais devoir rename ce podcast, je vais l'appeler Journal intime d'un investisseur. Ça pourrait être quand même un bon sujet, un bon nom de podcast, hein. Le journal intime d'un investisseur, ça serait pas mal. Bref, bon les amis, sinon vous j'espère quand même que vous passez une semaine beaucoup plus agréable que la mienne. Bon, n'empêche, on est mardi, franchement, début de semaine sympathique. J'ai été à la piscine hier, ça fait du bien, hein, franchement, ça fait du bien. Je coupe tous les réseaux. De toute façon, en ce moment, j'ai pas été très présent sur les réseaux, hein, vous m'excuserez. J'ai même des messages en attente que j'ai pas répondu, mais j'avais besoin de faire une petite coupure. C'était quand même assez important. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Hier, j'ai profité avec la famille. J'ai pris ma fille, on a été à la piscine, c'était super, elle s'est éclatée. Et voilà, je vous dirais, hein, c'est l'objectif d'une vie, de voir son enfant rigoler aux éclats dans l'eau pour rien, juste parce que tu la lances. Alors attention, je mets des guillemets, je ne l'ai pas lancé dans les airs comme un fou, mais elle aime bien. Je sens qu'elle va kiffer les parcs d'attractions comme moi. Voilà. Bon, du coup, les amis, vous vous doutez bien, j'ai pas accordé non plus énormément de temps à cette préparation pour l'épisode. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais préparé quelque chose, hein, il y a quelque temps sur un plan financier en 30 minutes. Du coup, je vais vous énoncer un peu. C'est quelque chose que je vais mettre en place. Je ferai certainement une vidéo sur YouTube pour expliquer ça. Et vous l'aurez en avant-première sur le podcast du coup. Alors, c'est quoi un plan financier? Un plan financier, c'est euh, quelque chose qui, tu vois, pour moi, l'important, c'est quand même de se construire une base solide. Et pour se construire une base solide, il faut reprendre aussi les bases. Et du coup, l'introduction au plan financier en 30 minutes, grosso modo, c'est de savoir comment aborder et organiser son argent de manière à vous préparer à une indépendance financière à long terme. On va expliquer quelques étapes qui sont quand même assez importantes, notamment pour les étapes à suivre pour que chacun fasse des choix financiers qui vont bah, mener à la tranquillité, au succès et l'objectif final, l'indépendance financière. On va commencer tout de suite par l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, ça va être de donner un sens à son patrimoine net. Ça, c'est quelque chose quand même qui est pas très très, comment dire, démocratisé. Mais le patrimoine net, pardon, c'est quand même quelque chose d'important et de comprendre aussi c'est quoi le patrimoine net parce que à un moment, si tu ne sais pas la différence entre... Parce que tu peux me dire, ouais, j'ai un patrimoine de 1 million d'euros. Super, c'est super. Le chiffre fait rêver. Par contre, c'est quoi concrètement? Parce que si tu as 1 million de dettes, tu as un patrimoine net de zéro, tu vois.
Alors que si tu me dis j'ai un patrimoine net de 1 million, voilà, tu commences à peser un peu, tu vois. 1 million, c'est quand même pas mal, c'est pas rien. Donc en gros, le patrimoine net, pour moi, c'est une photo de votre santé financière. Pour arriver à la valeur nette, tout simplement, on va additionner tous vos actifs et vous allez déduire tous vos passifs. Les actifs, c'est quoi? Ça va inclure les liquidités, vos actions, vos comptes, la valeur estimée des choses que vous avez. Par exemple, si tu as une montre Rolex, elle va rentrer dans ton patrimoine net. Et puis, tu vas déduire toutes tes dettes. Les dettes vont comprendre tous les éléments tels que votre crédit de résidence principale, vos crédits locatifs, crédits conso, vos prêts et toute dette que vous pourriez avoir. Et le total de ça, bah, ça vous fait votre patrimoine net. Maintenant, dès que tu sais ton patrimoine net, à quoi ça signifie quoi? Une fois que tu as fait cet exercice de mathématiques, toute somme basique, tu sais réellement ce que tu possèdes par rapport à ce que tu dois. Et c'est là que tu vas te situer financièrement. Ton objectif va être d'augmenter cette valeur nette au fil du temps. Connaître votre valeur nette, ça va éclairer aussi tes décisions financières importantes qui va te permettre, t'aider à te responsabiliser lorsque tu vas devoir renforcer ton indépendance financière. Par exemple, tu peux augmenter ta valeur nette en créant un plan d'épargne mensuel un peu plus fort, par exemple, ou en essayant de rembourser des dettes plus rapidement possible, ou en accumulant tout simplement plus de dettes. Donc ici, c'est la première étape, connaître son patrimoine net. Une fois qu'on a fait cette première étape, on va direction la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être votre fonds de sécurité et la gestion de vos flux de trésorerie, la gestion de cash flow. Un fonds de sécurité, c'est quoi? Est-ce que vous avez une réserve d'argent de côté qui est accessible en cas d'urgence? En règle générale, il est dit que tu dois réserver à peu près 3 à 6 mois de dépenses afin de permettre que, voilà, si tu as un coup dur, si par exemple tu viens à perdre ton emploi, tu peux quand même continuer à payer tes dépenses essentielles tout en trouvant un autre emploi, par exemple. Que tu aies 3 mois ou 6 mois, ça va dépendre aussi du temps que tu penses que tu auras pour retrouver un emploi, si c'est une perte d'emploi. En fait, tout ça, ça va être le fonds de sécurité va être basé en fait sur ta situation, ton âge, ce que tu fais dans la vie et l'économie en général. Si tu n'as pas du tout d'économie, commence déjà à mettre au moins 1000 euros aussi rapidement que possible de côté, parce que les mauvais jours, il faut savoir que c'est pas quelque chose hypothétique, c'est pas un peut-être. Les mauvais jours sont inévitables. Un jour ou l'autre, tu vas avoir un problème. Tu vas avoir ta voiture qui va tomber en panne. Tu vas avoir ton chauffe-eau qui peut arrêter de fonctionner du jour au lendemain. Ou si par exemple tu es un adepte des animaux de compagnie, par exemple que ton chien peut tomber malade et tu vas devoir aller voir un veto. Et alors moi j'ai pas d'animaux de compagnie, par contre je sais que le vétérinaire ça coûte extrêmement cher. Et si tu n'as pas d'argent de côté, tu vas faire comment? N'importe quel événement, il y a un nombre incalculable d'événements imprévus qui peuvent se produire. Et euh, si t'as pas de réserve de sécurité à portée de main, c'est compliqué. Vaut mieux avoir de l'argent, une poche de sécurité disponible, parce que ça va rendre ces urgences beaucoup plus faciles à gérer. Si tu as les moyens de payer les dépenses imprévues sans devoir faire un prêt à la conso ou ne pas être en mesure de rembourser par exemple euh, un prêt, voilà, c'est compliqué, tu vois. Et être capable de subvenir à ses besoins, même des besoins d'urgence, ça fait partie aussi intégrante d'un plan financier qui est réussi. Maintenant, tu vas me dire, on fait quoi de cet argent? Ce fonds de sécurité, tu n'as pas nécessairement besoin de le laisser, comment dire, dormir sous ton matelas. L'argent d'urgence, cette poche de sécurité, faut toujours quand même avoir quelques liquidités sur le compte, ça c'est quand même, on sait jamais, tu vois. Moi, je laisse à peu près 3000 euros. Je crois que sur mes comptes, je dois avoir 3000 euros qui se battent en duel sur mes comptes. Par contre, j'ai une poche d'épargne supplémentaire qui est là, une poche d'urgence qui est à peu près de, je sais pas, je crois 6000. Ouais, je pense que c'est 6000. Mais cette épargne, je ne l'ai pas placée. C'est pas un investissement à proprement parler, mais je l'ai bloqué sur un compte
une assurance vie, tout simplement, je vais vous dire, une assurance vie qui est débloquable sous 3 jours maximum. Au moins, si jamais j'en ai besoin rapidement, je peux taper dedans sans problème. Elle me rapporte toujours plus que si je l'avais laissé sur mon livret A, par exemple, mais au moins elle est disponible. Alors que si effectivement j'aurais pu le placer de manière beaucoup plus agressive, on va dire, mais par contre, pour le retirer, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant qu'on sait ce qu'on va faire de notre poche d'argent de sécurité, on va passer maintenant à la gestion de nos flux de trésorerie. Un flux de trésorerie, concrètement, c'est quoi? C'est tout l'argent qui va transiter sur tes comptes. Tous les flux entrants, tous les flux sortants, etc. etc. Ton plan financier, il va tenir compte de cette gestion des flux de trésorerie et il va donner aussi la priorité à ton argent en fonction de vos besoins, de tes objectifs, etc. Il y a un truc tout bête à faire, c'est ce qu'on appelle une feuille de calcul de gestion de flux. Elle peut ressembler quand même à une feuille de calcul budgétaire, mais il y a quand même un objectif qui est légèrement différent. La budgétisation, c'est quand même déjà un step à faire, hein, c'est déjà pas mal. Ceux qui tiennent une feuille, par exemple un Excel de budget, c'est déjà cool. Mais par contre, cette budgétisation, en fait, elle est faite souvent avec une vision passée. C'est-à-dire que souvent, quand les gens font une feuille de budget, ils vont se dire, ok, on va regarder le mois dernier ce qui s'est passé. Ah tiens, on a dépensé dans ça, dans ça, dans ça. Ah, on a fait des restos aussi, etc., etc. Ici, on va avoir une vision un peu plus différente. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un système de gestion de trésorerie qui va nous permettre d'anticiper la manière dont on va dépenser notre argent. Avoir une bonne gestion, ça va signifier que tu sais déterminer de manière proactive à quoi vont servir tes revenus. Des choses comme votre épargne programmée, par exemple, je ne sais pas, si tu dois payer des études à tes enfants, tu dois rembourser des dettes, tu as des dépenses fixes comme par exemple les impôts, les voyages, les divertissements, les restos, etc., etc. Tout ça doit figurer de manière exacte dans votre gestion de flux de trésorerie. Et c'est quoi l'astuce pour réussir? Concrètement, il n'y en a pas, mais je vais t'en dire une quand même. C'est ne pas dépenser plus que tes revenus. Si tu veux gérer un budget de manière efficace, tu as 1000, tu dois dépenser moins que 1000, tout simplement. Et je vais te donner un petit conseil, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle, enfin en tout cas ce que moi j'appelle la rareté forcée. Pour moi, c'est ton plus grand allié si tu veux réussir dans l'accession à cette indépendance financière. En fait, c'est tout simplement, ça va être un bon moyen pour réussir dans la gestion de finances, va consister en gros à créer un environnement de pénurie. C'est-à-dire qu'il va être quand même difficile de trop dépenser lorsque tes objectifs sont financés automatiquement. Grosso modo, paye-toi en premier. Dès la réception de ton salaire, tu épargnes au minimum. Mais à ça, les amis, je vous ai déjà répété, c'est au minimum, au minimum, au minimum. Ça va être d'épargner 10%. Tu prends ton salaire, imaginons tu gagnes 1005, et tu me prends 10% que tu vas automatiquement mettre de côté. Et sur les 1005, il va te rester 1300. 1300 balles, et sur les 1300 balles, tu te débrouilles, tu vis avec 1300 balles. Maintenant, si tu veux en savoir plus, je te laisse aller consulter un épisode de podcast que j'ai fait précédemment sur comment bien gérer ses finances personnelles. Et je donne plusieurs tips et astuces supplémentaires dans cet épisode. Et puis, ça doit être l'épisode, il me semble, c'est quoi, 65 ou quelque chose comme ça. Bref, pour moi, l'automatisation, c'est le meilleur moyen pour s'assurer que ton argent va où tu veux vraiment qu'il y aille. Ça va te permettre en fait de rester sur la bonne voie et de contrôler en gros ces envies de dépenses excessives que tu peux avoir en étant happé par du marketing très puissant. Maintenant, par contre, il ne faut pas aller à l'extrême, hein. L'argent peut être aussi affecté à des objectifs secondaires ou à une allocation, on va dire entre guillemets, amusante que tu pourras, toi ou ton ménage pourra dépenser comme tu le souhaites sans culpabilité. Si par exemple, voilà, tu t'es fixé tous les mois, on fait un bon resto qui nous coûte 50 balles par personne. Et voilà, tu peux dépenser sans souci. C'est quelque chose qui a été prévu, quelque chose qui a été budgétisé. Et puis, tant que ça n'entrave pas ta capacité à épargner, à investir ton argent, il n'y a aucun problème. Ok, on a vu notre fonds de sécurité, notre gestion des flux de trésorerie entrants. Maintenant, on va passer à la gestion de la dette. C'est un gros point aussi, la gestion des dettes, c'est quelque chose qui est essentiel pour réussir financièrement. Que tu aies déjà, que tu aies une dette à rembourser ou que tu souhaites éviter
de manière proactive de t'endetter pour de la merde concrètement, la mise en place d'une stratégie est quelque chose de nécessaire dans ton plan financier. Quand tu as des dettes, tu dois aussi prioriser, donner la priorité aux dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés en premier. Puis, une fois qu'elles sont remboursées, et ben, ainsi de suite, jusqu'à ce que écoute, tu t'es libéré de tes créanciers ou tu ne dois plus rien à personne. Maintenant, à l'étape 2, on a vu cette gestion des flux de trésorerie. Eh ben, tu dois aussi planifier le montant d'argent qui est nécessaire pour le remboursement de cette dette. Tu dois calculer aussi en temps combien de temps ça va te prendre pour rembourser toutes tes dettes et te libérer de toutes tes créanciers. Et ça peut être aussi quelque chose comment dire, de puissant. Ça peut être une force puissante et motivante dans cette gestion financière, de savoir que voilà, dans par exemple 7-8 mois, 7-8 mois, ça y est, c'est fini. Ça peut être motivant, tu vois, de dire, ok, dans 7-8 mois, putain, je récupère encore 300 balles, ça fait plaisir. Maintenant, je pense que tu t'en doutes bien, mais pendant que tu essaies de rembourser toutes tes dettes que tu dois, tu vas quand même éviter d'en mettre plus. C'est-à-dire que tu vas éviter de t'embourber dans des dettes supplémentaires, etc. En gros, le système de gestion de trésorerie va t'aider à bien maintenir tes dépenses dans la limite du raisonnable, dans la limite de tes moyens. Parce que si tu fais le nécessaire pour rembourser de la dette, mais que derrière, voilà, tu vas acheter une télé, et puis tu vas refaire un prêt à la conso, etc., etc., tu vas jamais t'en sortir, concrètement. Et il y a aussi quelque chose que j'aime bien prôner, c'est les intérêts composés. Alors, les intérêts composés, les amis, je vous l'ai déjà dit, mais ça va dans les deux sens. Les intérêts composés avec des crédits qui coûtent extrêmement cher, ce qu'on appelle crédit revolving, ça, c'est la mort. C'est la mort. Parce que tu peux te retrouver avec des crédits des intérêts qui viennent s'augmenter tous les mois, ainsi de suite. Et c'est des prêts maudits. C'est des prêts, par exemple, alors je vais abuser un peu avec les chiffres que je vais donner, mais par exemple, t'as emprunté 1000 balles, et puis tu vas rembourser 1700 balles, tu vois. C'est dingue, c'est ouf. Donc, faites attention avec ces prêts, ces crédits revolving, etc. Ça peut vite te faire prendre dans une spirale infernale qui est pas possible. C'est pareil pour vos prêts voitures. Remboursez vos prêts voitures en 3 ans, 36 mois, gros maximum. Ne tombe pas dans le piège du financement de tes véhicules sur 6 ou 7 ans. Les voitures, c'est quelque chose qui se déprécie extrêmement rapidement. Donc, tu te dois aussi de les rembourser rapidement. C'est une priorité. Ne va pas me prendre des voitures sur 6 ou 7 ans. C'est vraiment de la merde. Euh, la voiture, c'est cash. J'achète une voiture cash. Je ne fais pas de crédit pour une voiture. Si tu en as à l'heure actuelle, fais le nécessaire. Soit tu la revends, soit tu essaies de rembourser le plus rapidement possible. Mais vire-moi ce prêt auto. En plus, si tu veux investir dans l'immobilier ou investir tout court avec un levier bancaire, ce crédit voiture est compté dans ton endettement. Donc s'endetter, se voir refuser un investissement immobilier parce que tu t'es acheté une voiture à crédit, tu t'es acheté une BM, enfin voilà, c'est de la merde tout court. Il faut prioriser aussi ses objectifs dans la vie, tout simplement. Maintenant voilà, si tu as des dettes, je pense que tu vas travailler dur pour te libérer de toutes ces dettes. Maintenant, il y a quand même une exception que j'aimerais soulever. Pour moi, c'est la résidence principale. Il faut savoir que je pense, pour le ménage français standard, la maison, pour 90% des Français, c'est certainement le plus gros achat que vous ferez. Et assez souvent, ça peut prendre toute la durée du prêt pour rembourser complètement. Maintenant, si tu es en mesure d'effectuer des remboursements de capital supplémentaires, te gêne pas. Tu vas pouvoir réduire les années, tu vas pouvoir réduire aussi les intérêts de ton prêt. Alors, gardez quand même à l'esprit que si tu te retrouves dans une situation d'excédent de trésorerie, pourquoi pas rembourser de manière précoce ton prêt de résidence principale pour être beaucoup plus tranquille dans le futur. Voilà. Dans tous les cas, il faut se protéger contre l'endettement en essayant de garder le maximum de contrôle sur ses dépenses, d'avoir une réserve d'urgence, pour les imprévus, de retarder les achats que tu ne peux pas te payer directement.
C'est-à-dire que voilà, tout à l'heure on parlait de l'exemple de la voiture. Si tu dois t'acheter une voiture et que tu peux pas te l'acheter cash, bah c'est tout. Retarde peut-être cet achat jusqu'à ce que tu sois en mesure de le payer. Et si tu souhaites, par exemple, entreprendre, investir en immobilier, etc., eh ben, prépare tes finances en amont. Comme ça, tu vas être, par exemple, en immobilier, tu seras peut-être capable de poser l'apport nécessaire, tu vois. Un apport qui pourrait être demandé, surtout qu'on sait, voilà, en cette période, l'apport, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus conseillé qu'avant. Mais voilà, si tu n'as pas d'argent de côté, comment tu fais? Bah, tu fais pas tout simplement. Et tous ces conseils que je viens de donner, là, on a vu quelques étapes pour vous donner une base saine pour atteindre cette indépendance financière. Bah, tous ces conseils peuvent paraître bateaux. Vous pouvez me dire, ouais, enfin, Anthony, c'est de la merde ce que tu as dit. Mais pourtant, je vous promets qu'il y a des gens qui ont besoin de ces étapes, d'être accompagnés pour gérer correctement leurs finances. Pour certains, c'est bête, hein, mais par exemple, mettre en place un Excel de budgétisation, bah, ça va leur changer leur vie. Parce qu'ils ont rien, ils savent pas gérer l'argent, et ils vont acheter des trucs euh, de merde comme ci, comme ça. Par exemple, tu vois, euh, on a acheté, j'ai ma conjointe qui a acheté il y a très longtemps, hein, ça remonte à quelques temps quand même, mais elle avait acheté des choses à électrodépôt. Et à électrodépôt, ils te proposent toujours cette garantie, tu vois. Et elle te dit, tu sais, oui, ça coûte que 2 euros par mois. Ok, ouais, sûr que ça coûte que 2 euros par mois, c'est rien, etc. Par contre, 2 euros par mois fois X objets, bah, ça faisait déjà, on va dire, 20 balles par mois. Et ces 20 balles, eh ben, tous les mois, ça fait 240, 260, 280. Et bah 260 fois, elle a fait ça, elle est peut-être 5 ans. Et encore, il y a quelques années, elle payait encore hein, pour des trucs qu'elle n'avait plus depuis très longtemps. Donc je suis désolé, mais 260 fois 5, ça fait déjà 1000 balles. Et ben 1000 balles, je suis désolé, c'est 1000 balles. Donc il y a certaines personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour faire du tri, pour avoir une vision nette. Tu vois, quand tu leur mets concrètement tout ce qu'ils payent, qu'ils ne devraient pas payer, chez certaines personnes, ça fait un déclic. Et ça peut aussi passer par des systèmes de feuilles Excel, de budgétisation, de gestion de flux de trésorerie, etc., etc. Et cetera. Et de comprendre aussi tout simplement c'est quoi un patrimoine net, c'est quoi un patrimoine brut. Certaines personnes, pour eux, ils sont bien, alors qu'au final, ils sont pas bien, tu vois. Et malheureusement, on a peut-être l'impression, parce que vous êtes peut-être intéressé aussi par cette sphère d'investissement, cette sphère d'immobilier, etc. Donc vous êtes peut-être OK et vous êtes peut-être une cause acquis à ça, mais pour certaines personnes, ils ont besoin d'avoir ce petit déclic et c'est aussi à qui s'adresse ce podcast, tout simplement. Et je suis sûr que même autour de vous, hein, votre famille, moi ça m'arrive tout le temps quand je fais des soirées avec ma famille, etc. Bah, des fois, on a des conversations et bah, moi, je suis assez évasif. Je veux pas prendre position. Mais des fois, j'écoute des aberrations. C'est des choses, des trucs de fou. Ils font des prêts pour tout et n'importe quoi. Enfin bref, hein, après ça, c'est un autre débat. Mais bon. Bon, voilà les amis, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Si jamais vous pouvez me contacter via Insta, via mail, je vous mets toutes les informations dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast. Notez-le 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et moi ça me booste, ça me motive, surtout en ce moment les amis. Ça va pas tip top, donnez-moi de la force, donnez-moi de la pêche et je vous ferai des épisodes de folie encore pendant très 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 longtemps. Voilà les amis, j'espère que vous passerez une très très bonne semaine. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, 1% chaque jour. Et on va réussir, vous en faites pas. Ciao ciao ciao.